radiyo inyunzu ijwi ry'ibiyaga binini. Bonne gouvernance, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission au micro Charles Mokassi. Mesdames et messieurs, nous venons de célébrer la Pentecôte. La communauté chrétienne catholique vient de célébrer la fête de la Pentecôte. Bien. Mais dans le contexte historique du Burundi, de la région des Grands Lacs, et compte tenu également d'une certaine façon de voir l'actualité, eh bien, la Pentecôte signifie quand même certaines choses. On nous rappelle certains mensonges. Bon, on a beau être chrétien, le mensonge a beau être interdit, les bons chrétiens nous mentent depuis longtemps. Et je suis étonné que certains de ceux qui représentent cette chrétienté ne démentent pas suffisamment, même pas du tout. Voici pourquoi, voilà comment. En réalité, en 1972, la Pentecôte a eu lieu le 21 mai 1972. Le 21 mai. C'était en 72. Ce qui veut dire que le 29 avril n'était pas le 21 mai. Bon, ça paraît logique. Je vais dire quoi? Je vais aller direct au but. Il y en a qui célèbrent, qui commémorent, qui vous affirment que le 29 avril, c'est une date où ceux qui se disent Bahutu, en réalité les militants des organisations génocidaires anti-Tutsi, proclament que le 29 avril représente, ils commémorent, disent-ils, le génocide des Bahutu ou la répression contre les Bahutu. Ce qui est, je vais vous lire un texte écrit par quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de ne pas être un propagandiste du racisme anti-Tutsi, et vous allez voir ce que ça signifie en réalité. C'est Jean-Paul Haroua, lui affirme dans le livre Rwanda, Souvenir d'un compagnon du Rwanda vers l'indépendance et la démocratie. Et il affirme ceci, dans son livre, à la page 291, « Le moment est maintenant, je cite, le moment est maintenant venu d'aborder l'une des argumentations clés de ce livre et d'expliquer à l'occasion des provocations Tutsi qui furent multipliées pendant tout le mois d'octobre 1959 contre des Hutus, comment je vois personnellement le mécanisme qui a déclenché la révolution de novembre. Dans ce déroulement, j'estime que c'est l'UNAR qui, par ses provocations d'octobre, a pris les initiatives destinées à ouvrir la voie aux violences et qu'elle a gardé l'initiative pendant plusieurs des premières journées de novembre jusqu'au moment où la force publique, arrivée en novembre, rétablit l'ordre par la force. Son plan, selon moi, pouvait être résumé comme suit. Puisque l'affrontement armé entre Tutsis traditionnalistes et Hutus dits progressistes est devenu maintenant concevable, provoquons sans tarder une révolution afin de nous créer une possibilité de contre-révolution foudroyante au cours de laquelle, la tutelle étant débordée, nous aurons l'occasion de liquider physiquement
tous les leaders Hutus soigneusement répertoriés et de réaliser dans des régions choisies, à Strida, assez de massacres de populations paysannes pour qu'il ne soit plus question de réaction Hutu avant l'indépendance ni après. Entre parenthèses, nota bene, l'UPRONA reprit le même plan et le réalisa au Burundi à la Pentecôte 1972, alors qu'il n'y avait plus de tutelle belge pour le faire échouer. Toussaint rwandaise, Pentecôte Rundi, fermez la parenthèse. Ceci nous renseigne sur quoi? Ça veut dire que la répression, au moins ce que Harwa appelle l'extermination, tu vois, autour, répertorié, tout ce que vous voulez, intervient autour de la Pentecôte. Pas l'Ascension, pas Pâques. Je dis Ascension parce que Ascension, quand même, vient légèrement 10 jours avant Pentecôte, mais le 29 avril 1972 a lieu donc pratiquement moins d'une semaine avant la Pentecôte. Donc avant le 21 mai 1972. Ce qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas commémorer des morts de Bahutu autour du 29 avril. C'est impossible. Il n'y a pas de répression qui aurait visé les Bahutus le 29 avril, puisque le chantre de cette manipulation situe la répression autour du 21 mai, c'est-à-dire longtemps après le 29 avril, pratiquement un mois après, ce qui correspond à ce que nous avons vécu. Nous étions là, parce qu'à l'Ascension, certains professeurs étaient là. Après, à la Pentecôte, ils n'étaient pas là. Donc, il y a une marge d'une semaine. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de Hutu recherché le 29 avril, ni probablement la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi. C'est une première chose. Une deuxième chose, même après ce qui a été appelé la répression, les événements, en réalité, c'était une répression. On a réprimé quoi? Cela, on ne le dit pas. Ce qui a été réprimé, on a fait la répression contre ce qu'on a appelé en Kirundi Abamenja. Je traduirais, bon, je ne suis pas spécialiste de la traduction, mais je dirais aisément les insurgés. Ou les insurgés, oui. Le marchand parle de Jacquerie Hutu. Bon, c'était plus qu'une Jacquerie quand même. Appelé à exterminer physiquement et totalement tous les Batontis, c'est plus qu'une Jacquerie. Parce qu'il y a l'appel d'Obu, dont personne ne parle, surtout pas Harwa. Je voudrais dire également une chose. Quand vous lisez l'extrait de Harwa, ceci, si vous avez bien entendu la lecture que j'ai faite, écoutez la lecture que j'ai faite, ceci ne vous rappelle pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le plan Simbananiye? Je vais vous relire le texte. Le plan, son plan, le plan de Lunar, selon Harwa, pouvait être résumé comme puisque l'affrontement armé entre Tutsis traditionnalistes et Hutus dits progressistes est devenu maintenant concevable,
provoquons sans tarder une révolution afin de nous créer une possibilité de contre-révolution foudroyante au cours de laquelle, la tutelle étant débordée, nous aurons l'occasion de liquider physiquement tous les leaders hutus soigneusement répertoriés et de réaliser dans des régions choisies assez de massacres de populations paysannes pour qu'il ne soit plus question de réaction hutu avant l'indépendance ni après. Et il ajoute, il précise, l'IPRONA a repris le même plan et le réalisa au Burundi à la Pentecôte 1972, alors qu'il n'y avait plus de tutelle belge pour le faire échouer. Toussaint rwandaise, Pentecôte, Rundi. Qu'est-ce que le plan Simbanani a d'original? Pour autant qu'il soit vrai. Mais ceux qui en parlent, ils ne font que répéter ceci. Absolument. Bon, revenons à la répression. La répression n'a jamais visé les Hutus en tant que Hutus. J'étais en train de le dire, la répression a jugé, a visé officiellement Abamenja. Les insurgés. Et la première fois, il n'a jamais été question de Bahutu. D'ailleurs, la première victime, bon, la victime la plus visible, probablement qu'il y en a eu d'autres à ce moment-là, c'est l'ex-roi Nare V, Charles Ndizeye. À ma connaissance, ils ne seraient pas Hutus, seront le jargon officiel ou, bon, le répertoire officiel de ceux-là même qui parlent de Hutu Tutsi. Et, mais il y a eu également très tôt les premières arrestations et probablement les premières victimes des personnalités, on nous a dit ressortissants de Moramvia, des non-Hutus, ou peut-être des Hutus aussi ressortissants de Moramvia. En réalité, les monarchistes. Parce que, bon, pourquoi je dis monarchistes? Les premiers discours du régime, du gouvernement sur la voie de la révolution Radio Burundi, c'est qu'il y a eu une attaque de mercenaires à la solde de l'ancien roi Nare V qui ont attaqué le Burundi. C'est ça c'était la version dans le discours officiel, à la radio et dans les discours des meetings du 1er mai à la fête du travail. C'est ça la version qui a été présentée. Elle n'a jamais changé. La première fois que l'on parle des victimes à titre de Hutu, ça vient de Radio Rwanda. À ce moment-là, il y a eu une guerre des ondes et c'est Radio Rwanda qui parlait de la chasse aux Bahutu. Je crois que, à ma connaissance, la voix de la révolution, donc Radio Burundi, n'a jamais repris ce terme. Alors, il se fait que dans cette répression, je dirais des non-Hutus sont morts, ont été assassinés, disons-le, puisque ça a été des exécutions sans sentence de mort, sans jugement extrajudiciaire. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des associations maintenant qui se disent rescapés de 1972, des militants du CNDD et pas seulement des militants, bon, je dirais oui, ce sont des militants du CNDD qui se disent, oh voilà, ce sont des rescapés de 72 ou alors orphelins. J'accepterais plus facilement orphelins de 72. Mais, là encore, revenons d'abord à rescapés. Pour être rescapé, il faut avoir été visé par la répression. Donc, il faut avoir été au Momenja pour se sentir rescapé. Parce que officiellement, les non-Bamenja n'ont pas été visés ou n'étaient pas visés. Ça ne veut pas dire que des innocents n'ont pas été emportés
par ce que j'ai toujours décrit, par des rivalités, par des comportements racistes, criminels, etc., de certains agents de l'État. Bon, ceci a eu lieu. On ne peut pas le nier. Personne ne le nie d'ailleurs. Mais c'était sous le couvert de ce que les gens pouvaient être à Bamenja. Donc, si vous aviez un petit litige, vous deviez de l'argent ou qu'il y avait une petite rivalité de quelque nature que ce soit, on pouvait vous mettre dans le lot des Bamenja, non pas dans le lot des Bahutu. C'est important. Pourquoi? Alors, ça c'est une première chose. Donc, pour être rescapé de cette répression extrajudiciaire, il faut avoir été dans la logique de Momenja, monarchiste, contestataire du régime, etc., tout ce que vous voulez. Mais, qu'un jeune enfant en dessous de 13, 12 ans n'est visé par cette répression, manifestement. Donc, comment peut-on se déclarer rescapé d'une répression qui ne vous visait pas? À moins que vous assumiez, ce qui est probablement, visiblement le cas, puisque ces organisations qui se disent rescapées du génocide commis contre les Hutus en 1972, ce sont des militants d'organisations anti-Tutsi, d'organisations qui exterminent les Batutsi. Et ce serait, je me pose la question, il faut la poser publiquement. Comment peut-on déclarer que ces parents ont été victimes d'une répression injuste? Bon, c'est injuste puisque ça se fait en dehors des tribunaux, mais est-ce qu'ils étaient coupables ou non? Moi, je ne sais pas le dire, et personne ne peut me convaincre, ni dans un sens ni dans l'autre, puisqu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'aveu, il n'y a pas eu de confrontation. Mais comment ça se fait qu'au moment, en 1972, on réprimait les militants de Hubu? Bon, les autres victimes étaient confondues aux militants de Hubu, qui cotisaient ou qui étaient complices par différentes associations. Et en 2026, en 2020, en 2000, vous venez déclarer que vos parents étaient des innocents en militant dans des organisations qui sont héritières du racisme anti-Tutsi, du génocide anti-Tutsi commis par Hubu en 1972. C'est un peu suspect quand même. Je disais, à la limite, je comprendrais orphelin. Mais là aussi, les orphelins de 72 ne peuvent pas être uniquement Hutus. De la même manière que les rescapés de 72 ne peuvent pas être uniquement des Hutus. Alors, je pose la question, qu'est-ce qui motive les tenants, les militants des associations dites Hutus de rescapés du génocide contre les Hutus en 72? Et pourquoi ne pas associer toutes les victimes, les rescapés du génocide anti-Tutsi? Ce sont des victimes, oui ou non? Les orphelins des victimes non Hutus, est-ce que ce sont des orphelins, oui ou non? Et quand nous disons qu'il y a des gens vraiment racistes, xénophobes, fascistes, réactionnaires, vous voyez de quoi nous parlons. C'est un mensonge horrible. Nous le laissons à leurs auteurs. Il y aura certainement, il y a beaucoup d'autres mensonges autour de 1972, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, d'en parler. Mais je voulais juste vous donner cette illustration autour de ce que représente la date du 29 avril 1972 et de ce que c'est la Pentecôte Rundi selon le patron des génocidaires à l'époque, des génocidaires anti-Tutsi à l'époque.
À la prochaine.